Donc, bienvenue à tous sur ce webinaire où l'on va pouvoir voir comment dématérialiser la documentation technique, peut-être un levier de productivité. Donc je vais d'abord vous exposer l'état des lieux de ce que l'on est amené à voir sur les différents sites concernant cette documentation technique. On abordera ensuite la question de savoir pourquoi dématérialiser et surtout dans quel but. Euh, Comment exploiter efficacement la documentation technique déjà numérisée, hein, puisque c'est également le cas, hein. On a des documents qui sont sur papier, mais également sur PDF, sur DXF ou sur DWG. Je vous présenterai ensuite les solutions que l'on propose avec notre logiciel, avec une démonstration de ScanBuilder qui est notre outil qui permet d'exploiter les schémas papier depuis notre noyau graphique. Et puis je vous présenterai pour terminer les différentes passerelles de conversion depuis différentes sources PDF, DXF et DWG. Donc pour commencer, les, quelles sont les causes et les conséquences bah, de, de cette existence de documentation encore sur papier? En règle générale, voilà, on fait le constat qu'il y a beaucoup de schémas manquants sur site. En règle générale, c'est stocké dans l'armoire directement, et puis on s'aperçoit que quand on en a besoin, on ouvre l'armoire et puis le schéma il est plus là. Ou alors, encore pire, enfin pire peut-être pas, mais autre cas de figure, on a bah, un doublon, on a deux schémas identiques mais avec des modifications différentes sur l'un et sur l'autre, et du coup aucun document qui n'est réellement à jour. Donc finalement, pas beaucoup plus judicieux d'avoir ce type de schéma-là. Et puis on manque de temps hein, également pour dessiner, donc du coup on fait les modifications directement sur le papier. Donc derrière, forcément des difficultés d'exploitation, puisque on va chercher la documentation à droite à gauche. Quand elle n'est pas sur l'armoire, on repart dans la salle où on a toutes les documentations stockées dans les classeurs. Donc on perd un temps pas possible à rechercher cette information-là. Et puis il y a aussi un souci de disparité des supports, puisque comme je vous le disais, hein, on a de la documentation qui est sur papier, mais qui peut être également sur support informatique. Et donc, euh, si elle n'est pas sur papier, il faut aller la chercher sur l'arborescence réseau ou vice-versa. Donc c'est énormément de perte de temps. La problématique, il y en a plusieurs, hein. C'est déjà une problématique de sécurité, puisque une documentation manquante ou pas à jour engendre des problèmes de sécurité pour le personnel. La traçabilité, puisqu'on ne va pas pérenniser cette documentation technique. On va avoir des schémas pas modifiés ou modifiés à la main, peu lisibles, ou alors, comme je vous le disais, avec des doublons et des modifications à droite à gauche, mais pas un seul document réellement à jour. Et puis des problèmes d'accessibilité liés justement à ces contraintes euh, de schémas papier stockés dans les classeurs ou des schémas numérisés stockés sur des arborescences serveurs. Donc les conséquences, elles sont nombreuses. Des risques humains, forcément, puisque une doc qui ne reflète pas exactement ce qui est réellement présent sur site, ça peut engendrer des gros soucis de sécurité. Une conformité réglementaire évidemment, puisque une doc qui n'est pas présente sur telle ou telle machine ou dans les classeurs, euh, forcément on ne répond pas à cet aspect réglementaire. Problème de réactivité aussi, puisqu'on va aller chercher la documentation à droite à gauche et du coup on perd du temps. Et donc impact financier, puisque si on perd du temps à chercher la doc, on perd également forcément de l'argent, puisqu'on on n'est pas focalisé sur notre vraie tâche qui est d'intervenir sur telle ou telle panne ou telle amélioration de la machine. Et la perte d'information évidemment, puisque si on n'a pas le schéma qui est présent sur site, on n'a pas la bonne information.
Alors pourquoi dématérialiser? Face aux quantités de documents qui sont de plus en plus grandes et nécessaires au bon fonctionnement du site de production, la dématérialisation va être la solution pour optimiser cette performance. D'une part, parce on va permettre un gain de temps, un gain de temps euh, puisque puisqu'on on estime que, à l'inverse des documents papier, avec une documentation dématérialisée, les collaborateurs vont pouvoir mettre à jour, archiver, traiter et partager euh, le contenu depuis n'importe quel endroit et à n'importe quel moment, et sans avoir à se déplacer euh, dans cette fameuse salle où on va stocker l'ensemble de la doc. Donc du coup, lorsqu'on met en place cette dématérialisation, on se rend compte qu'on va gagner à peu près 20% du temps d'intervention. Et donc 20%, c'est un collaborateur sur 5 en fait, qui est dédié uniquement à cette recherche de doc. Un gain d'espace, évidemment, puisque au lieu de stocker tout ça dans une salle qui est uniquement réservée à, à ceci, on va stocker ça sur un serveur et donc le stockage physique qui est beaucoup moins coûteux que de dédier une salle au stockage, donc une réduction des coûts. Une diminution des risques évidemment, hein, puisque une documentation qui est accessible, qui est mise à jour facilement, ça va éviter euh, les risques liés à une documentation qui est absente ou qui est en doublon avec des modifications sur l'une et pas sur l'autre et vice-versa. Et puis l'aspect écologique aussi, puisque le fait d'avoir la documentation dématérialisée évite de, de- d'avoir des documentations présentes sur papier. Donc la dématérialisation, il faut savoir qu'elle fait partie d'une stratégie qui vise à optimiser le fonctionnement du service technique. C'est finalement la première étape vers l'usine 4.0 et bah, le, le tout numérique. Euh, donc dématérialiser, comme je vous le disais, c'est la première étape. On va récupérer la documentation papier, la scanner pour l'avoir en numérique. Mais derrière, il faut avoir conscience que cette documentation-là, pour que ce soit utile, il va falloir pouvoir l'exploiter pour derrière pérenniser cette documentation-là. Et donc, avoir des outils qui vont permettre de rendre exploitable cette documentation technique papier et avoir un support qui est toujours à jour pour éviter, comme on l'a dit tout à l'heure, tous les risques liés à cela. Derrière, une fois cette documentation dématérialisée et pérennisée, c'est aborder la dématérialisation des échanges, puisque on va pouvoir mettre en place des supports de communication qui vont fluidifier les échanges de certains collaborateurs, par exemple, euh, qui vont pouvoir échanger malgré des décalages liés aux horaires, par exemple avec une organisation de travail de cycle en 3/8. Et puis la dématérialisation des process, qui serait finalement la dernière étape, et qui représenterait un levier de fiabilité et de productivité pour les différents services de l'usine avec la mise en place de workflows de validation, par exemple. Voilà, le but, c'est vraiment, cette dématérialisation-là, c'est d'aller vers l'usine 4.0 et le tout numérique. Donc nos solutions, donc déjà, la première étape, c'est numériser pour derrière mieux exploiter cette documentation technique. Donc notre logiciel ScanBuilder va permettre de récupérer les schémas papier, les convertir sur notre noyau graphique pour ensuite pouvoir les exploiter. Mais on va pouvoir également uniformiser différentes
différents formats informatiques, hein, différentes sources dont vous pouvez disposer sur site, comme sont le DXF, le DWG ou le DXF. Donc DWG issu d'AutoCAD et le DXF issu d'autres logiciels de CAO. Et en fait, le but, c'est que d'un seul et même outil, on puisse exploiter tout un panel de formats pour faciliter leur exploitation. Donc, nous allons maintenant passer à la présentation à proprement parler. Donc, nous allons aborder surtout les deux premières étapes de cette stratégie de dématérialisation. D'abord, comment récupérer les schémas papier et les rendre exploitables sur support numérique. Et également, comment pérenniser la documentation technique, notamment grâce à nos différentes passerelles qui vont permettre de modifier ces documents-là provenant de différentes sources et formats informatiques. Donc je vais ouvrir notre logiciel Packelec. Donc là, on est sur la page de démarrage du logiciel où on va venir créer un nouveau dossier que l'on va appeler webinar. Lorsque j'ouvre le logiciel, j'ai une page de un inspecteur qui apparaît avec les nombres de pages que je souhaite au démarrage et le format sur lequel je veux travailler. Bon, évidemment, ici, on va pouvoir modifier les différents formats et également choisir le nombre de folios que je veux au démarrage. Je vais pouvoir également, si je souhaite travailler sur différents environnements, par exemple pour les facility managers, pouvoir travailler sur un environnement de tel ou tel client, je vais pouvoir ici charger une base de ce fameux client. Donc je suis ici sur mon noyau graphique qui va me permettre donc de créer ou de modifier les schémas que je vais récupérer depuis ScanBuilder qui est notre module de récupération de schémas papier. Donc pour vous présenter rapidement notre noyau graphique, donc ici on retrouve le fameux ruban Windows avec les fonctionnalités liées aux onglets, les trois folios que j'ai demandé au démarrage, et ici ce que l'on appelle la palette, c'est en fait un favori de famille de symboles où l'on va avoir ici, on va retrouver facilement les différents symboles dont on a besoin pour créer ou modifier notre schéma. Je vais aller chercher l'outil scan et on va donc passer à cette fameuse première étape de comment récupérer et rendre exploitable sa documentation technique papier. J'ouvre un schéma que j'ai préalablement scanné. Alors en règle générale, on scanne en niveau de gris en 300 dpi de résolution pour faciliter ensuite les différents traitements que l'on va faire sur le schéma. Ici toujours pareil, hein, les différents onglets et les fonctionnalités liées. Et on va commencer par ce petit outil qui va me permettre de redresser le folio scanné. Puisque en règle générale, lorsqu'on scanne pas forcément très droit. Donc on va chercher une ligne qui soit bien horizontale et bien longue pour pouvoir redresser l'image. Ensuite, on va appliquer des filtres. Donc, si vous avez tout un ensemble de filtres que l'on peut appliquer pour nettoyer l'image, ici les deux premiers filtres sont des filtres automatiques qui permettent en règle générale de filtrer, on va dire, facilement 90% des schémas que l'on récupère scannés. Et puis ensuite, si vraiment le schéma est un peu plus difficile à récupérer avec les filtres automatiques, on a ici des filtres manuels que l'on va pouvoir appliquer pour nettoyer le schéma. Mais comme je vous le dis, en règle générale, avec ces filtres-là, on a des résultats assez concluants. Donc je clique dessus pour avoir un aperçu
du résultat final de mon filtre. Et si le résultat me convient, donc là je vérifie, hein, on voit bien que c'était un- une feuille, un papier millimétré avec une écriture en transparence, et ici le résultat, une fois appliqué le filtre. Donc si le filtre me convient, je clique dessus et je, je récupère donc euh, un schéma propre et que l'on va pouvoir traiter. Donc ça je le ferme et on va travailler sur le schéma que l'on va traiter. Et donc on va commencer l'analyse. Donc c'est une analyse en deux étapes que l'on effectue avec ScanBuilder. D'abord repérer quels sont les fils sur le schéma. Et donc par déduction, ben, les traits on les reconnaît pas, hein. Et une fois qu'on a repéré les fils, ben, repérer les symboles et les textes. Donc on peut les faire de façon manuelle ou de façon automatique comme je vous le montrerai tout à l'heure. Donc on commence par les fils, hein. On sélectionne le câblage et puis ici on a juste à passer, hein, de droite à gauche, de haut en bas, et on va récupérer les fils rapidement. Alors vous avez cette petite fonctionnalité là aussi qui va permettre de récupérer, lorsque je passe ici, ben, tous les coudes. On a ici différents onglets qui permettent d'avoir une vue d'analyse, vue de fond, qui me permet également de constater si j'ai omis de récupérer des, euh, des fils, ben, de les voir rapidement et de les sélectionner ensuite. Et donc là, ils ont basculé sur la partie analysée. Et puis une fois que j'ai fait ça, donc je constate qu'il me reste que les symboles et les textes. Mais comme je vous le disais, deux possibilités. Soit on a des textes par exemple qui sont collés, qui sont compliqués à repérer, et on les prend en manuel pour être sûr que ce ne soit pas analysé de façon erronée. Et idem pour les symboles, hein. Et puis si jamais le schéma est très clair, on va pouvoir faire une reconnaissance globale en faisant une fenêtre comme ça d'analyse. Et par défaut, donc en vert, il va nous reconnaître sur les fils les symboles et en bleu les textes. Une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir venir ici et exporter mon schéma sur mon dossier que j'ai créé tout à l'heure. Donc je valide. Je me demande sur quel folio je veux le, je veux l'importer. Et donc ici, je retrouve mon schéma analysé sur mon noyau graphique, où là, je vais pouvoir le modifier comme bon me semble. Donc par exemple, supprimer le cartouche ici pour pouvoir rajouter un nouveau cartouche. Donc là, je vais déplacer, je vais avec le clic droit activer un menu contextuel où je vais pouvoir déplacer mon schéma. Pour ensuite pouvoir rajouter ici un cartouche. Je vais pouvoir également, par exemple, modifier ici, hop, décaler. Donc toujours pareil, avec le menu contextuel déplacé, je vais pouvoir décaler pour insérer un nouveau départ ici. Donc avec copier-coller, je vais pouvoir copier l'élément pour ensuite, par exemple, hop, le renommer en KM16. Et pourquoi pas ici, supprimer le symbole. Donc là, quand je supprime le symbole, le fil se retrace, hein, puisque je lui ai affecté une intelligence électrique par rapport à sa nature de filerie. Et je viens ici, hop, sur un voyant, sélectionner un autre voyant par exemple, que je vais appeler H18. Voilà, et puis une fois que j'ai fait ça, alors ça je peux le décaler aussi évidemment, avec le D, je vais venir le décaler là.
pour ici rajouter un texte. Voilà, et puis une fois que j'ai fait ça, ben, je vais exporter ça en PDF. Voilà, de façon très rapide. Donc ça que je peux fournir à quelqu'un qui n'a pas forcément le logiciel et à qui je veux transmettre le schéma modifié. Et puis moi, ben, je viens ici enregistrer mon schéma pour pouvoir ben, ultérieurement le modifier si besoin est. Donc on vient de voir comment on pouvait récupérer facilement la documentation technique sur papier pour pouvoir ensuite l'exploiter sur notre noyau graphique. On a d'autres possibilités d'exploiter des sources informatiques diverses comme le PDF, le DXF ou le DWG, pardon. Je vais vous montrer ces différentes passerelles. Je vais commencer par le PDF. Alors on fait bien la distinction lorsqu'on parle d'import PDF entre le PDF classique et le PDF vectoriel. Le PDF vectoriel en fait c'est souvent un PDF qui est issu de logiciels CAO et c'est celui-ci que l'on va être capable de récupérer en automatique. Donc on sélectionne la passerelle d'import PDF. On va venir chercher ici le schéma que l'on veut convertir. On vérifie le chemin de génération. Oui, je veux générer là, ok. Et je viens convertir cela. Donc en moyenne, il faut compter à peu près 10 secondes de temps d'import par folio. Chose qui est plutôt intéressante, savoir que si on devait redessiner à chaque fois les folios, c'est des choses qui prendraient certainement beaucoup plus de temps. Donc voilà, j'ai récupéré mon folio que je veux modifier. Bah, tout simplement ici, si je veux apporter une modification sur le schéma, je viens ici, je supprime par exemple ce disjoncteur là, je vais y mettre un différentiel à la place par exemple. Je vais chercher ça dans ma palette, comme on l'a vu tout à l'heure avec Scan Builder. Hein. Et puis je viens ici placer le nouveau symbole. Et voilà, j'ai fait ma modification et derrière, si je veux enregistrer cette modification là, je sélectionne le folio que je souhaite sauvegarder, je valide. Si je veux vérifier, je vérifie ici que j'ai bien fait ma modification et je viens enregistrer ensuite la modification que j'ai faite sur mon noyau graphique et comme ça, sur une modification ultérieure, je n'aurai plus besoin de faire cet import, j'aurai déjà le schéma présent sur ElecView. Je valide et je peux fermer ensuite, pardon, mauvaise manip, je peux fermer ensuite mon dossier. Donc pour ce qui est de la passerelle DXF DWG, c'est un petit peu la même logique. Je vous montre avec du DWG par exemple. Donc on fait pareil, on va chercher les fichiers là où ils se trouvent. On sélectionne, alors là je vais pas tout faire, hein, je sélectionne juste 3-4 folios pour la présentation. Je viens choisir le classeur dans lequel je veux sauvegarder. Donc là on va mettre webinar DWG par exemple. Je lui demande d'enregistrer donc dans un classeur spécifique et je fais bien attention à ne générer qu'un seul modèle, soit les modèles, soit la présentation. Et je viens ici générer. Alors l'avantage de cette passerelle d'import DWG, c'est comme vous l'avez vu, là ma source c'est un fichier par folio de schéma. Là l'avantage c'est qu'avec notre noyau graphique, on va avoir dans un seul et même dossier
l'ensemble de ces folios-là. Et en fait, chaque folio sera dans un onglet bien précis. Donc en gros, au lieu d'avoir cette ribambelle de fichiers que j'avais sur, euh, sur mon, sur mon bureau, je vais avoir un seul fichier. Et ensuite, dans ce fichier-là, 5 onglets qui représentent les 5 folios que j'ai importés. Donc là, j'ai fait mon import, hein, vous avez vu que c'était assez rapide. Et je vais pouvoir ensuite effectuer des modifications que je souhaite apporter. Donc là, par exemple, si je veux remplacer, ou plutôt euh, faire un deuxième départ prise de courant, comme je l'ai ici, je vais pouvoir copier-coller ici, pour ensuite apporter les modifications nécessaires, puisqu'évidemment il ne faut pas qu'il y ait de doublons. Donc là, je vais l'appeler Q14. Ici, je vais l'appeler PC2. Voilà. Je vais y mettre ici une prise exemple, par exemple. Et je peux même y rajouter une observation, par exemple. Hein. Je vais lui mettre texte. Voilà. Pour ensuite, pourquoi pas, réimporter tout cela sur du DWG. Et donc là, je sélectionne uniquement le folio que j'ai modifié, par exemple. Et puis je vais le réexporter. Alors je fais bien attention de réexporter là où je souhaite. Oui, dans le DWG, ça me va. Je valide. Et donc ensuite, je vais pouvoir vérifier que la modification a été apportée sur mon fichier AutoCAD. Effectivement, elle est là. Et puis derrière, évidemment, c'est exploitable. Hein. Selon à qui on remet le fichier, il va pouvoir le modifier sur AutoCAD s'il dispose d'une licence. Donc voilà pour la passerelle de conversion DWG. Pour ce qui est du DXF, c'est à peu près la même chose. On va avoir la même logique. On va venir chercher, pareil, hein, dans le souci de génération rapide, j'ai sélectionné que quelques folios. Et on va venir ici, alors on va lui dire où on veut générer tout ça. Donc ça, je suis dans du DWG, je vais aller dans le DXF, tant qu'à faire. On va appeler ici, hop, DXF. Et on va venir valider. Donc comme tout à l'heure, hein, on va pouvoir récupérer facilement ces fichiers-là sur notre noyau graphique. Alors là, je vais passer rapidement, hein. Comme vous l'avez vu avec le DWG, ça va être la même logique. Sauf que là, par exemple, on va réexporter sur du PDF, par exemple. Donc, j'ai mes folios qui se génèrent en automatique. Comme vous l'avez vu, c'est pas bien compliqué à importer. Et donc là, je vais faire vite une petite modification, histoire de, et derrière, générer le PDF. Voilà, ici, je change mon texte que je centre. Hop. Pour ensuite générer le PDF de ce dossier-là. Voilà. Donc, voilà. L'idée, c'est vraiment d'avoir un outil qui soit très malléable, très ouvert aux autres formats et qui me permet d'exploiter tout type de sources.